Surdoués à l'âge adulte. On les dit intellectuellement précoces, mais sortis de l'enfance, ils conservent une façon de penser, de réfléchir différente de la majorité. Être doté d'une intelligence extrême peut fragiliser, faire souffrir, susciter une impression de décalage et d'isolement. Vraiment, ce qui est extrêmement important, c'est bien d'insister sur la spécificité de fonctionnement des surdoués, petits et grands, des spécificités en termes de développement, mais des spécificités surtout au niveau du fonctionnement cognitif et du fonctionnement cérébral, y compris sur le plan émotif. C'est-à-dire que on est vraiment dans une population qui est en décalage par rapport aux autres. Ces personnalités-là, ils vivent quelquefois, ou en tout cas ont la sensation de vivre dans leurs pensées et dans leurs émotions, dans un monde parallèle, et ils ont du mal à faire des passerelles avec le monde des autres. Parce que vraiment être surdoué, c'est une façon d'être au monde très singulière. Ça peut s'observer par imagerie fonctionnelle, un fonctionnement cérébral très spécifique. Ça a été très validé aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a plus de discussion, c'est-à-dire sur la composante génétique de cette particularité de fonctionnement. Maintenant, une composante génétique ne veut pas dire qu'un papa et une maman surdoués feront une ribambelle d'enfants surdoués. La génétique est éminemment plus complexe que cela. Mais la deuxième chose, c'est que ce qui est bien validé par IRM, c'est effectivement en termes de structure cognitive, par exemple, entre ce qu'on appelle le cortex préfrontal, c'est-à-dire cette zone sous le front qui est un peu notre tour de contrôle du cerveau, qui effectivement hiérarchise, organise, intègre, mémorise et qui capte l'ensemble des éléments de la formation sur le monde, qui est relié de façon beaucoup plus dense, avec des structures neuronales beaucoup plus importantes, avec une zone qui est à l'arrière du cerveau, qui est la zone pariétale, et qui est un peu une espèce de plateforme qui va envoyer l'ensemble des informations dans le cerveau. Et ce qu'on observe en IRM, c'est qu'il y a effectivement une hyperactivité cérébrale constante chez ces personnes-là, qui donne d'un côté une forme de puissance et d'intensité de la pensée qui conduit à être en permanence en hypervigilance sur le monde et en hyperanalyse. Et de la même façon sur le plan affectif, parce qu'on a une hyperesthésie, c'est-à-dire que ce sont des personnalités qui ont l'ensemble des cinq sens qui est particulièrement développé, on n'en parle pas très souvent, et donc ils ont des antennes comme ça tout le temps sur le monde. Et ça aussi, il a été bien validé que la petite zone qui s'appelle l'amygdale au fin fond du cerveau archaïque et qui est dévolue au repérage des émotions, le seuil de vulnérabilité est singulier. C'est-à-dire que ce qui va être une broutille chez quelqu'un d'autre va déclencher dans cette population des cataclysmes émotionnels. D'où cette hyper-réactivité émotionnelle qui s'explique au niveau cérébral. Voilà. Hyper-intelligence qui va de pair avec une hypersensibilité. Ah oui, complètement. Oui, une hypersensibilité qui rend ces personnes-là qui ont une espèce de surface réactive par rapport au monde, c'est-à-dire une espèce de sensibilité permanente à tout le temps, et sans aucune possibilité finalement de se mettre sur pause, parce que tout est capté. Et cette pensée qui ne cesse d'élaborer, qui ne cesse d'anticiper, si à un moment donné elle n'est pas canalisée, malheureusement ces personnes peuvent retourner cette pensée contre elles-mêmes, et là ça peut être quelque chose d'extrêmement destructeur, et ça on le dit peu. Pendant longtemps c'est centré justement sur la douance à un niveau intellectuel de compétence. Et on a mis de côté cette importance du domaine affectif. Oui, et ce qui est finalement ce qui va faire la bascule. Et merci d'introduire cette notion extrêmement importante de cette intuition fulgurante, qui en fait, l'intuition, c'est quoi ? C'est en fait une espèce d'alchimie extrêmement complexe entre cette capacité de saisir de façon absolument subconsciente, et je ne parle pas d'inconscient freudien, qu'on soit bien d'accord, mais cet inconscient cognitif qui va enregistrer une myriade d'informations à la fois grâce à la capacité d'empathie, c'est-à-dire la capacité de percevoir les émotions des autres. Donc, il capte les émotions des autres, ils font des analyses et des synthèses extrêmement rapides sur une situation, ils perçoivent ce que d'autres n'ont pas perçu, ils entendent ce que d'autres n'ont pas vu, et donc l'intuition, c'est ça, c'est pas magique l'intuition. L'intuition, c'est une espèce de suractivité du cerveau qui enregistre, analyse, anticipe, planifie un certain nombre d'éléments de l'environnement, et qui va s'associer avec toute la sphère affective, qui va donner du sens, et qui va venir se cristalliser un peu comme un précipité chimique, et cette fulgurance de la pensée est assez indicible, et elle est compliquée à justifier parce que eux-mêmes n'ont pas accès aux procédures par lesquelles ils sont passés pour avoir compris ce qu'ils ont compris. Et ça peut, du coup, s'apparenter à quelque chose de l'ordre de la précognition, au vrai sens du terme. C'est-à-dire avoir cette possibilité de comprendre une situation
avant que ça soit évident pour tout le monde. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on se dit d'être à ce point connecté à l'autre, empathique, on imagine que c'est un atout pour avoir des relations sociales harmonieuses. Or, c'est pas le cas. Non, pas du tout. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont d'abord, une quête de sens extrêmement importante. La quête de sens, c'est vraiment guide, c'est leur boussole intérieure. Et puis la deuxième chose, c'est cette notion d'engagement par rapport à des valeurs. Ce sont des gens qui ont des valeurs incroyablement ancrée et forte, et ça fait partie de cette souffrance dans la relation à l'autre, parce que l'engagement, il est absolu, et puis ce sont des gens qui ont un très fort sens de la justice, de l'intégrité, de l'honnêteté, et qui du coup souffrent de ce monde qui peut être approximatif, qui finalement ne va pas attacher autant d'importance que cela à ce qui va pour le surdoué sembler tellement central. Ils n'ont pas les mêmes implicites pour eux. C'est évident que quand on dit quelque chose, on tient sa parole, que un engagement est un engagement, que si on fait quelque chose, on le fait vraiment à fond, que on bluffe pas. D'où l'importance de donner du sens à ce sentiment de décalage avec lesquels ces enfants grandissent dès leur plus jeune âge. D'où l'importance du diagnostic. Beaucoup de témoignages de gens qui se reconnaissent ou qui sont passés par les étapes que vous décrivez. Je viens de découvrir, grâce à un ami, qu'il avait compris que je suis surdoué et je vis planqué chez moi, mère au foyer, pétrifié de peur par le monde professionnel et par l'absurdité de la société. Je vis depuis toujours un paradoxe permanent qui m'use et me paralyse, être intimement convaincu de pouvoir faire avec succès tellement de choses et parallèlement n'être bon à rien. Comment sortir de ce cercle infernal? Alors les grands traits qui colorent la personnalité des personnes surdouées arrivées à l'âge adulte, au départ ce qui aurait pu être des facilités deviennent des handicaps à l'âge adulte. Oui. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ces traits qui deviennent encombrants? Complètement. Très tôt par exemple, ce sont des enfants qui sont dans un traitement simultané de l'information. Ils peuvent traiter 4 à 5 informations au même moment et on les met dans un traitement séquentiel. Bien des années après, si malheureusement on n'a pas permis à ce traitement simultané de se pérenniser, ce sont des personnes qui ont le sentiment de vivre des confusions de pensée, des idées qui partent dans tous les sens, qui ne se canalisent pas. La pensée en arborescence, c'est-à-dire une pensée qui est toujours en marche, une pensée qui va en entraîner une autre, qui va en entraîner une autre, avec comme ça dans une infinie d'associations d'idées où chaque question n'appelle jamais une réponse, mais une nouvelle question, une nouvelle hypothèse. Et épuisant, aussi, en fait. C'est épuisant, et en même temps, ça brasse les émotions avec. Ça brasse aussi du doute. C'est-à-dire que quand on est dans cette quête permanente, on est toujours en train de douter. Et ce doute sur soi, qui en plus va être éclairé davantage par l'acuité de l'intelligence et par l'immense sensibilité, peut effectivement inhiber complètement certaines personnalités qui vont se mettre en retrait de la société. À 5-6 ans, ce sont des enfants qui ont compris la limite des guides parentaux. Donc il va chercher ailleurs. Là encore une fois, tout va dépendre de son histoire personnelle, des guides qu'il va trouver, des guides qui vont pouvoir lui permettre de développer ses compétences, le prendre en compte dans sa spécificité. Est-ce qu'on a une idée de la proportion dans la population générale de gens qui sont plus ou moins surdoués? Oui, ça c'est très clair. On sait que ça concerne 2% de la population, ce qui est quand même important. Maintenant, ce qu'on sait moins bien, c'est quelle est la population en souffrance et la population qui va bien. Ça, on n'a pas tellement de chiffres par rapport à ça. L'importance du diagnostic, elle est à tous âges, et en particulier à l'âge adulte. Parce que tout d'un coup, ça permet de revisiter et de comprendre son parcours avec ce nouvel éclairage. Alors, on peut mettre en place une nouvelle dynamique de vie et une nouvelle façon d'aller bien. C'est-à-dire vraiment savoir qui on est pour pouvoir savoir où on va. Pour une meilleure connaissance du haut potentiel, mais on a encore beaucoup de travail dans ce sens. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de mythes et il y a encore beaucoup de résistance. Alors que finalement, même dans le monde des professionnels. Mais bien sûr, c'est pour ça. C'est que du coup, ce qui est important, c'est simplement de décoder un fonctionnement. C'est-à-dire, c'est enfin donner à ces personnalités-là une carte de leur propre territoire pour que cette personne puisse avancer sur un chemin qui est le sien et sur lequel la personne se sente confortable et que ça reprenne du sens et que ça reprenne sens par rapport à leur propre parcours de vie et remettre ces personnes-là en cohérence avec ce qu'ils sont eux et qu'ils puissent se réapproprier leur fonctionnement pour faire de la force fragile une force de vie.